la 20e séance du séminaire. On commence à chiffrer. Et on entre surtout dans la dernière ligne droite du séminaire, puisque il nous reste donc 3 séances du mois de mai, celle d'aujourd'hui et puis les 2 suivantes. Le 22 mai, nous recevrons Marine de Régnancourt, qui est une jeune chercheuse belge, et qui a souhaité prendre la question du mauvais genre, qui donne son titre au séminaire par 2 angles différents. Un angle thématique d'abord, puisqu'elle a choisi de s'intéresser à notre usage du téléphone portable tel qu'il est représenté en littérature. Notre usage systématique et chronophage du téléphone portable étant communément décrié comme mauvais genre. Et par un angle générique, puisqu'elle a fait le choix de croiser 2 auteurs pour cette petite enquête téléphonique, 2 auteurs que normalement on n'associe jamais, à savoir Jean-Philippe Toussaint, l'écrivain belge, et Guillaume Musso, plutôt célèbre du côté des kiosques en gare SNCF, et qu'on n'imagine pas associé à un véritable écrivain. Là on retrouve toutes les thématiques du séminaire. Et puis le 29 mai, nous allons clôturer le séminaire en beauté, avec une séance à 2 voix dont je suis assez contente. Nous recevrons Judith Limcan, qui est historienne à l'EHESS et qui est spécialiste notamment de la question des usages sociaux de la littérature au 19e et un peu au 20e aussi. Et avec elle, Colas Duflo de Paris 10, qui est spécialiste notamment de la littérature du 18e et des rapports entre philosophie et littérature au 18e, mais pas que. Et tous 2 vont venir nous parler de ce qui est peut-être le mauvais genre par excellence, à savoir la littérature érotique ou pornographique en croisant le 18e et 19e siècle. Et donc reprenons le fil de la séance d'aujourd'hui avec une autre manière d'aborder le mauvais genre à travers la question du genre mineur notamment. Et en fait on va sortir des champs qu'on a pour l'instant explorés dans le séminaire, on va en sortir du point de vue générique, on va en sortir du point de vue chronologique aussi. Avec toi, donc Marine Champetier-Leribe, tu es agrégée de lettres modernes, tu as travaillé en master sous la direction d'Olivier Millet à Paris 4 et puis ici à l'école, sur les épigrammes imités de Martial. Ton mémoire de master s'intitule « À l'imitation d'un Martial, enjeux littéraires et linguistiques des imitations de Martial en langue française » de Marois Ménard. Et tu prépares actuellement un projet de thèse qui est dans la continuité exacte de ce premier travail, puisque c'est à nouveau sur les imitateurs de Martial en langue française jusque dans les années 1750, mais tu pourras me dire un mot bien mieux que moi si tu le souhaites. Et puis j'ajoute quand même que dans le cadre de ce projet de recherche, tu es en train de mettre au point un outil innovant, une base de données numérique. On a peu en littérature encore recours aux outils 2.0, mais donc là il s'agit d'une base de données sous la forme d'une application qui recense toutes les épigrammes de Martial et de ses imitateurs, de manière à pouvoir les mettre en lien, à pouvoir faire des recherches. Enfin bref, là à nouveau je te laisserai en parler sans doute beaucoup plus clairement que moi. Et aujourd'hui donc tu es venu confronter ce genre très précis qu'est l'épigramme au questionnement de ce séminaire sur le mauvais genre, sur le populaire, sur les circulations médiatiques. Et c'est un lien qui est a priori surprenant entre un genre littéraire qui a priori n'est pas considéré comme populaire, puisque c'est plutôt une littérature de spécialistes aujourd'hui, et qui à première vue ne correspond pas non plus au fonctionnement médiatique moderne qui est un peu l'objet du séminaire. Donc voilà un défi intriguant, donc j'ai hâte de voir comment tu vas le relever. Et je te laisse donc la parole. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui malgré toutes les péripéties du jour. Et tu me dis quand je lance la boîte secrète. Bon, déjà, bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement, ce que disait Luce, c'est que venir à ce séminaire, c'était aussi pour moi sortir un peu de ma zone de confort. Je suis à l'origine seiziémiste et puis je poursuis mes études sur le XVIIe et le XVIIIe siècle et je m'intéresse normalement aux questions de poétique, aux questions linguistiques qui entourent les imitations de Martial en langue française, donc des poètes marotiques jusqu'au 1er XVIIIe siècle avec le contre-coup de réaction au classicisme. Qu'est-ce que cela vient faire dans le mauvais goût et dans le mauvais genre? Si vous avez déjà lu Martial, vous vous rendrez très vite compte que c'est du mauvais goût. Enfin, du mauvais goût assez
reconnu. Hein, si on a des épigrammes qui sont toujours scabreuses, qui sont tout à fait parlantes. Je vous donne l'exemple, par exemple, de l'épigramme 4, du livre 4, 48. Tu aimes qu'on t'empale, mais quand c'est fait, tu chiales. Souffres-tu du régal de ton cher trou de balle, ou n'est-ce pas plutôt qu'il a fini trop tôt? Pour le mauvais goût, voilà qui est fait. Lorsque Luce m'a proposé de venir faire une communication, j'ai du coup réfléchi un peu au parti pris que j'avais moi en tant que chercheuse qui travaillait sur l'épigramme, et je me suis rendu compte que, bien évidemment, le mauvais goût était au cœur de ma réflexion, puisque je travaille donc sur Martial comme auteur, modèle ou contre-modèle, et effectivement Martial, tout au long des siècles, est décrié comme un auteur qui écrit bien, mais qui écrit de ces choses absolument affreuses. D'autre part, je me suis rendu compte en réfléchissant que si, comme le disait Luce, on parle d'épigramme, il y a un postulat naturel, c'est que les épigrammes, c'est un genre cultivé. Rien que le mot est exotique, presque. Donc ici, je vais essayer d'amorcer un exposé par un autre biais que celui de ma recherche classique, qui est de présenter le genre épigrammatique par un autre biais que celui de la théorie littéraire pure. Ainsi, je vais essayer de vous définir ce que c'est que l'épigramme, ça va être un peu compliqué. L'épigramme, si vous en avez déjà trouvé, c'est un genre très complexe, très labile, tant sur le fond que sur la forme. Et afin de mieux donner à voir ce que le mot d'épigramme peut contenir de tension entre le populaire et le savant, je vais confier l'ouverture des hostilités, roulement de tambour, à un extrait de série télévisée. L'extrait que je vous propose est tiré d'une série où on n'attendrait absolument pas de trouver une épigramme. C'est un extrait de Chicago Fire Department, série créée par l'inénarrable Dick Wolf, je souligne, le créateur de New York Police Judiciaire, New York Unité Spéciale, tous ses avatars et succubes dans toutes les villes des États-Unis, voire ailleurs. Et cette série, donc Chicago Fire Department, met en scène une caserne de pompiers. Il s'agit dès lors d'une série populaire au sens où elle joue sur des valeurs communes au public visé, le public américain des classes moyennes et populaires. Le fond de cette série repose, comme tous ces avatars que vous avez pu contempler tard le soir sur TF1, les jours de grande inactivité, ça repose sur le culte du héros, la glorification de professions qui se mettent au service des autres, des hommes simples, des héros du quotidien. Ainsi, les héros de cette série sont des hommes du peuple, comme je l'ai dit, qui sont proches de leurs concitoyens, qui pensent de façon pragmatique et qui ne s'encombrent ni de phrases élégantes, ni de genres poétiques au nom alambiqué et bizarre. Que diable l'épigramme allait-elle faire dans cette caserne? Donc, je vous donne le contexte immédiat de l'extrait. Donc, certains pompiers ont acheté un bar historique à Chicago et ont souhaité célébrer le centenaire de l'endroit en organisant une fête sur le thème de la prohibition. Ils ont pour cela invité une journaliste de la presse locale qui s'est montrée extrêmement surprise de la façon dont ils ont souhaité célébrer cet événement. Et après un départ très théâtral et très outré dans l'épisode précédent, ils découvrent qu'à la date du centenaire qu'ils ont célébré, a eu lieu dans leur bar un véritable massacre, où il y a eu des dizaines de morts. Et ça a été perpétré par la pègre. Et l'extrait que je vous propose est le moment où ils découvrent l'article écrit par la journaliste sur cette célébration complètement ratée. And what this anniversary party says about Chicago is perhaps the saddest epigram of all. The city of broad shoulders is starting to reek like a bloated corpse. That's some vivid imagery. Don't worry, no one knows what an epigram is. Yeah. Bon. C'est très parlant. Donc, outre que l'extrait prouve que la sérendipité peut frapper même pendant des séances de visionnage distrait sur Netflix à des heures indues, l'usage du mot d'épigramme a de quoi surprendre dans le contexte que j'ai évoqué un peu plus haut. Moi-même, qui regardais tout ça en faisant mon repassage, j'ai sursauté en disant quoi, que se passe-t-il? Épigramme, j'ai bien entendu épigramme dans cette espèce de série Z qui nous parle de pompiers. Quoi est-ce? Alors,
En réalité, après plusieurs visionnages de cette vidéo, j'ai pu remarquer qu'il y a des éléments extrêmement intéressants dans ce passage et qui renvoient à la réception populaire de ce genre si cultivé qu'est l'épigramme. Tout d'abord, l'utilisation du mot d'épigramme est une expression clivante. Pourquoi ? Par les phrases qu'elle utilise et par l'emploi de ce terme, que vous pouvez remarquer qui est prononcé d'ailleurs avec une insistance significative par le personnage qui lit le titre de l'article, la journaliste cherche à marquer sa supériorité intellectuelle sur les trois personnes dont elle a déploré le manque d'à-propos et de culture historique. Elle cherche donc à se poser en personnage cultivé par rapport à ceux qui n'y connaissent rien et font tout à l'envers. D'autre part, deuxième point intéressant, la réaction finale, « Don't worry, nobody knows what an epigram is », renvoie à cette démarche. Ce mot barbare, étrange, volontairement blessant utilisé par la journaliste, ne renvoie pour les trois personnes à qui elle s'adresse à aucun objet réel. Une épigramme, qu'est-ce que c'est? Ça ne peut pas blesser puisqu'ils ne savent pas ce à quoi cela peut renvoyer. Comme je l'ai dit, ces héros populaires ne s'embarrassent pas de ces termes qui sont réservés à une élite intellectuelle collet-montée, arrogante et en dehors du monde. Ce terme employé est donc trop complexe, trop hors des réalités et ôte toute crédibilité dans la série à la critique. Ce mot d'épigramme devient alors quelque chose de drôle. L'intérêt de ce passage ne s'arrête pas là. L'emploi du mot d'épigramme par cette journaliste conduit à poser la question de la définition qu'elle entend. En effet, en apparence du moins, le mot est employé par la journaliste non pas dans son sens poétique, mais dans son sens étymologique. Donc, le mot d'épigramme vient du grec épigramma, une inscription sur un monument pour célébrer ou commenter un personnage ou un fait. Une épitaphe, par exemple, c'est une forme, un avatar de l'épigramme, puisque c'est censé illustrer un monument funéraire. Donc ici, par exemple, je vous donne un exemple antique, un exemple de l'anthologie de Planune, donc des épigrammes grecs. Statue, qui t'a consacré? À quelle occasion et pour qui? Dis-le. J'ai été élevé à Lyron, vainqueur à la lutte pour sa ville natale. Donc ici, vous voyez bien que l'inscription dans les bâtiments de Chicago, dans l'histoire de Chicago, c'est à ça que fait référence la journaliste. Quand elle parle de « saddest epigram of all », c'est en fait une espèce de phrase consacrée, consacrant le bar si tristement célèbre. Donc cet épigramme, cette consécration est tout à fait ratée dans l'esprit de la journaliste. Donc elle entend épigramme comme un élément inscrit dans l'espace. Le bar, comme je l'ai dit, est le monument auquel on rend un piètre hommage. Et on peut remarquer que cette inscription dans l'espace, c'est plus particulièrement une inscription dans l'espace urbain. En effet, l'épigramme est plus spécialement voué à là où on trouve des monuments, c'est-à-dire pas en race campagne quand il y a 2 habitants au kilomètre carré, mais bien en ville, là où tout le monde peut le voir. Cependant, le reste du propos de l'extrait vidéo que je vous ai montré fait signe vers une certaine conception un peu plus littéraire de l'épigramme. La conception architecturale est apparente, mais derrière, on peut y lire une conception poétique. Si l'on regarde plus attentivement l'extrait, si vous vous en souvenez un petit peu, dans le titre de son article, elle emploie des formules brèves, bien tournées, percutantes, qui cherchent à faire mal à ses lecteurs, en tout cas à ceux qu'elle châtie. Ainsi, la réaction du pompier moustachu qui est assis dans le canapé et qui dit « That's a vivid imagery », une image tout à fait frappante, à propos de l'image olfactive et mortuaire employée sur les corps pourrissants, est tout à fait cohérente avec l'idée que l'épigramme, c'est un petit poème qui présente avec vivacité quelque chose de visuel à nos yeux. C'est une petite esquisse mordante et frappante. Cette remarque conduit dès lors à définir certains des aspects littéraires de ce genre si problématique. L'épigramme, c'est un genre qui se caractérise par une très grande liberté à la fois de sujet et de forme. C'est un poème bref qui n'implique aucune forme fixe et qui peut aller du moins du latin et en grec, d'un vers ou d'un distique à plusieurs dizaines de vers, mais toujours avec cette notion de brièveté. Ça doit être percutant. Ainsi, je passe donc de notre série bien-aimée à quelque chose de plus connoté, cultivé, à savoir Jules César Scaliger, illustre commentateur et théoricien politique de la Renaissance. Scaliger distingue en effet 2 types d'épigrammes, une épigramme simple, dite grecque ou catulienne, et la double,
plus spécifiquement latine, pardon, est héritée de martial. Un exemple bête, et je me présente toutes mes excuses pour le peu d'esprit que j'y mets, mais je ne suis pas aussi douée que Martial pour faire des épigrammes au pied levé. Mettons que je dise « j'ai mangé une pomme hier et c'était délicieux », je fais une épigramme simple, puisqu'il n'y a un seul tenant, une seule narration. Si je dis « j'ai mangé une pomme hier, c'est toujours plus que toi, Marcellus, qui n'a rien mangé depuis 3 jours », je fais une épigramme double. À ma narration succède une pointe, un petit trait d'esprit. En l'occurrence, pas très réussi, mais dans le cas de Martial, en général, c'est plus frappant. Alors, je vous donne un exemple donc latin d'une épigramme réussie de Martial, double, sur un personnage nommé Aemilianus. Alors, cette épigramme, je vous la donne d'abord en latin et je la traduis ensuite. Semper pauper eris, si pauper es Aemiliane, dantur opes nihil nunc nisi diviti. Si tu es pauvre, tu le seras toujours, Aemilianus, parce qu'on ne donne rien si ce n'est aux riches. Bon. Cette structure, comme vous le voyez, elle est double, hein, une narration puis une pointe, et de plus, elle est complexe puisqu'elle est ce qu'on appelle antimématique. C'est une forme de raisonnement logique, un peu comme le syllogisme, dans laquelle la deuxième partie du raisonnement est absente. Vous avez juste les prémices et la pointe. Ça crée un effet de surprise et ça implique le lecteur qui est obligé de reconstruire le morceau manquant du syllogisme. Cela explique donc, comme je viens de le dire, une surprise à la lecture de l'épigramme. Il est communément admis, par exemple, que l'épigramme double parfaite doit dérouter le lecteur, le faire réfléchir un peu pour trouver le chaînon manquant entre les deux parties du raisonnement. Puisque c'est un procédé logique, puisque ça fait appel au raisonnement du lecteur qui doit opérer la reconstruction du syllogisme dans son esprit. Il serait naturel de dire que l'épigramme s'adresse à des gens cultivés, des gens qui auraient l'esprit suffisamment éveillé pour recréer tout de suite le lien logique. Cela ferait peut-être plutôt signe vers un genre cultivé. Le détour que j'ai fait par un exemple de culture populaire dégage un paradoxe formulé à pertinence par William Fitzgerald dans son ouvrage consacré à Martial et dont je reprends les termes exacts. In the age of bytes and sound bites, items, articles, snapshots, highlights, headlines, slogans, and the like, one would expect the epigram form to be congenial for our distracted culture, whose metaphors of attention include browsing, grazing, surfing, and cruising. Je le donne en anglais parce que je la trouve assez difficile à traduire, étant donné qu'il emploie un certain nombre de termes qui désignent notre rapport moderne à l'information, à l'inscription. Il parle de gros titres, ce qu'on a vu dans l'extrait vidéo, des slogans, de morceaux, de petites choses, d'articles, de mise en lumière, de choses qui sont mises en avant, de choses qui nous sautent aux yeux. Et il parle de notre culture comme d'une culture distraite. Et il souligne que l'épigramme conviendrait très bien à notre culture moderne et distraite. Autrement dit, l'âge de la culture médiatique, de la culture dite populaire, démocratisée, conviendrait très bien à l'épigramme dont j'ai dit justement que, peut-être, elle serait un genre extrêmement cultivé, qui s'adresserait à un public cultivé. Paradoxe. Voilà encore de quoi complexifier l'objet épigrammatique qui est déjà en lui-même bien compliqué. Je pense, et je ne suis pas la seule à le dire, que à cette insertion tout à fait naturelle du genre épigrammatique dans notre culture moderne, on pourrait tout à fait ajouter que nous sommes en plein dans une culture d'ordre épigrammatique, même si ce mot barbare, hérité du grec, ne veut plus dire grand-chose à notre époque. Prenons des formes diverses. La plus célèbre des avatars de l'épigramme dans notre société, c'est bien la punchline, hein, si familière au rap, que les rappeurs utilisent pour défendre leur vision poétique du monde. De même, l'esthétique de la brevitas est présente. Je n'ai pas besoin de vous citer Twitter, ce fameux réseau social où le nombre de caractères pour exprimer une idée est tout à fait limité. Ici, les contraintes du langage, les contraintes poétiques font signe vers une permanence du genre épigrammatique, même si nous n'en avons gardé que sa trace la plus substantifique moelle, à savoir la pointe. N'hésitez pas à m'arrêter si c'est peu clair.
Je vous donne un petit exemple d'une punchline que je trouve tout à fait savoureuse, qui est dans une chanson du Club des 7. Elle n'est pas belle pour un sou, et encore moins pour un sobre. Le jeu sur sou, S-O-U, et sou, S-A-O-U-L, est tout à fait savoureux ici, et marque que le rap cherche aussi à travailler sur la matière linguistique pour créer des pointes épigrammatiques. Bien. Il est en effet étonnant qu'à l'âge donc où les manifestations d'ordre épigrammatique sont monnaie courante, le mot, la forme poétique semble si désincarné, si exotique. D'autant plus que le rap et son esthétique, dont j'ai parlé tout à l'heure, font signe vers quelque chose que j'ai déjà mentionné, qui est l'univers urbain de l'épigramme. L'insertion dans un contexte de ville et de circulation dans la ville. Néanmoins, le cloisonnement entre l'épigramme et le monde populaire, la culture, le monde populaire et la ville, n'ont pas toujours été si nets, et je vous propose d'aborder donc dans la suite de cette étude quelques éléments que j'ai glanés au fil de mes recherches, que j'articulerai globalement autour de deux questions. La première, c'est celle de la popularité de l'épigramme, qui à bien des égards est un genre de circulation entre la sphère savante et la sphère populaire. La seconde, c'est la question de l'urbanité, dont j'ai parlé à travers son aspect étymologique, ça s'inscrit dans un contexte urbain, mais le mot d'urbanité a deux sens, l'un qui renvoie au contexte de la ville, et un autre qui renvoie à un contexte littéraire de politesse et de raffinement. Être urbain, dans une acception un peu vieillie, même encore, c'est être bien poli, c'est se comporter en homme du monde. J'essaierai de voir comment l'épigramme est à la confluence de ces deux sens, du mot urbanité. Ainsi, l'épigramme, je veux la défendre comme un genre littéraire, mais une forme d'expression aussi bien matérielle que conceptuelle, qui, au cours des siècles, a circulé bien plus qu'on ne le pense. La conférence que j'ai proposée s'intitule « De la page à la rue » et c'est ainsi que je vais essayer de matérialiser les deux mouvements de ma pensée. Dans un premier temps, j'analyserai le mouvement de la page à la rue, ou plutôt du livre au monument, avec l'esthétique de la rue. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer que l'urbanité, au sens conceptuel et poétique que j'ai abordé tout à l'heure, effectue le mouvement inverse, va de la rue à la ruelle des salons. Donc dans un premier temps, je chercherai à montrer que l'épigramme est un genre entre livre et monument et fait toute sa place à l'esthétique urbaine. Tout d'abord en abordant la source elle-même, Martial, poète urbain, dans la mesure où il aborde une esthétique de la ville et une esthétique de la circulation physique et sociale dans l'espace de la ville. Alors, je lis tout d'abord Martial aux questions de Martial, auteur populaire ou auteur cultivé? Grande question. C'est un poète qui justement est très intéressant du point de vue des rapports entre savants et populaires. Si je vous parle de Virgile, vous allez immédiatement le situer du côté des auteurs cultivés. Il faut quand même être sacrément accroché, connaître bien sa mythologie pour arriver à lire l'Énéide, et il faut avoir quand même un solide goût pour les phrases alambiquées pour arriver à le lire de part en part. Cela dit, sans jugement aucun sur Virgile que j'aime. Martial, c'est pas tout à fait la même chose. Martial est une forme beaucoup plus abordable, beaucoup plus brève, qui a des avatars beaucoup plus prégnants dans notre monde moderne. Et il est très intéressant de remarquer, si vous ouvrez votre Gaffio à l'inénarrable article Populus, le peuple, chez Martial, il y a un sens qui n'appartient qu'à lui. Il n'y a que chez Martial que Populus a le sens similaire à plebs. Plebs, c'est la plèbe, la tourbe, la foule dont parle Victor Hugo, c'est en gros la masse inculte. Donc chez Martial, la notion de populaire, la notion de populus, a chez Martial une version beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée, beaucoup plus violente même, que chez ses contemporains, voire chez tous les auteurs latins. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. D'autre part, les épigrammes de Martial sont justes et tout à fait démocratiques, tout le monde en prend pour son grade, les riches, les pauvres, les nobles, les bouseux, tout le monde. Les campagnards, les citadins, enfin, surtout les citadins, mais les campagnards aussi ont droit à leur costume sur mesure. En cela, l'épigramme de Martial, c'est un genre complètement indifférencié, tout à fait démocratique et donc populaire, puisqu'il s'adresse à tous. Le poète se fait moraliste et les pièces, au moins dans leur sujet, permettent à tous les lecteurs de rire de tout le monde.
à un moment ou à un autre. Si l'on va plus loin encore, l'épigramme de Martial, c'est un anti-grand genre littéraire. Je me réfère pour cela aux travaux d'Étienne Wolff, qui énumère les 5 règles de la théorie martialienne de l'épigramme, en montrant qu'en fait, ça cherche à se positionner par rapport au grand genre littéraire, par rapport au genre canonique cultivé. Si c'est un anti-grand genre, ça cherche forcément à aller vers un autre lectorat, plus populaire, plus décloisonné. Première règle, la brièveté, la brevitas dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui s'oppose à l'enflure des grands genres épiques. Par exemple, l'épigramme 110 du livre 1, « Tu te plains, Willox, que j'écrive des épigrammes trop longues. Toi-même, tu n'écris jamais rien. C'est les faire trop courtes. » Ici, dans une seule phrase, Willox en prend pour son grade, et surtout, on voit bien que Martial cherche à défendre une conception. Il répond à un reproche sur une épigramme trop longue en une seule phrase, en concentrant la langue au maximum. Il cherche vraiment à ne pas dilater la phrase, comme on peut en voir par exemple chez Virgile, où vous avez le sujet du verbe et le verbe 15 vers plus loin, avec tout un arsenal de compléments circonstanciels, ablatifs absolus et autres étrangetés de la langue latine. Donc il ne faut pas obscurcir le sens. Au contraire, il faut le concentrer dans le moins de mots possible. Voilà pour la première règle. La seconde caractéristique, c'est l'enjouement. L'épigramme, c'est drôle, contrairement à la sévérité de l'épopée. Je me réfère ici à l'épigramme 4,49. Il ne sait pas, tu peux m'en croire, Flaccus, ce que c'est qu'une épigramme, celui qui ne veut y voir que folâtrerie et bagatelle. Les vraies bagatelles, ce sont ces poèmes qui nous décrivent le repas du féroce Téré ou ton fessin à toi, Tieste, Pietre Estomac, ou bien Dédale attachant son fils aux ailes fondantes. On remarque d'ailleurs la traduction tout à fait savoureuse des ailes fondantes. On se croirait plus chez KFC que dans la mythologie grecque, mais c'est les subtilités des années 30. Ou encore Polyphème faisant paître ses brebis siciliennes. Mes livres se tiennent bien loin de toute enflure, et ma muse ne se gonfle pas sous l'extravagante robe flottante de la tragédie. Voilà pourtant, dit son interlocuteur, ce que chacun loue, admire, vénère. D'accord, répond Martial, on loue tout cela, mais ce sont mes vers qu'on lit. De même, l'épigramme 8, du livre 8, l'épigramme 69, tu admires seulement les poètes anciens, Vaquera, et ne loues que ceux qui sont morts. Pardonne-moi, je t'en prie, Vaquera, ce n'est pas la peine que je disparaisse pour te plaire. Il est à remarquer que la plus grande gloire, selon Martial, c'est être lu par ses contemporains et de préférence de son vivant. Martial n'aspire absolument pas à être panthéonisé, si je reprends une expression moderne, il n'aspire pas à être Virgile glorifié après sa mort, il préfère être bien connu de son vivant. Ce qui sous-entend donc que Martial valorise une diffusion large, prône un genre littéraire à la muse petite mais efficace et largement répandue. Il défend une poésie vivante et de ce fait pas forcément canonique ou pas forcément approuvée ou du moins pas pleinement consciemment par les élites cultivées. Ainsi, dans l'épigramme 1 du livre 11, où il envoie son livre à un notable qui n'aura pas le temps de le lire, ni le goût, il conseille à son livre, en s'adressant directement à lui, de s'estimer heureux si des mains moins distinguées le reçoivent, et lui conseille d'aller voir du côté de la plèbe, qui sera un lectorat peut-être moins glorieux, mais beaucoup plus attentif et beaucoup plus agréable. J'ai donc abordé 2 caractéristiques de l'épigramme, j'en viens à la troisième. L'épigramme a une fonction carnavalesque, selon Étienne Wolff, liée au Saturnal, cette fête ancêtre du carnaval, qui prône l'abandon des convenances sociales, de la gravité, mais prône aussi le renversement des conventions sociales. Les plus forts deviennent les plus faibles, et vice-versa, comme diraient les inconnus. Ce qui ajoute, donc, ce renversement des codes sociaux, ajoute encore à l'épigramme comme genre qui brouille les conventions hiérarchiques entre le populaire et le noble ou le savant. Quatrième caractéristique, l'épigramme ne s'occupe pas de la décence et peut céder à l'obscénité sans que cela entache la vertu du poète. Un exemple particulièrement drôle et digne d'être commenté, c'est l'épigramme 19 du livre 11, que je lis en latin puis que je traduirai. Quaeris cur nolim te ducere, Gala, diserta es. Saepe soloequis mentula nostra facit. Tu te demandes, Gala, pourquoi je ne veux pas t'épouser?
tu es savante et ma queue fait souvent des solécismes. Donc là, dans un contexte extrêmement obscène et extrêmement drôle, Martial confronte le jeu sur la maîtresse trop savante et lui qui écrit un poème pour dire que sa queue, voire sa plume, fait des solécismes. J'aime beaucoup cette épigramme, elle est vraiment merveilleuse. Donc la décence et l'obscénité est une question extrêmement intéressante et ça va être au cœur de la question sur Martial, auteur trop populaire, trop vulgaire, pour être abordé par des gens cultivés. Cinquième et dernière caractéristique, l'épigramme tire ses sujets de la vie même et rejette la mythologie. Alors, la mythologie n'est pas complètement absente des épigrammes, hein. Bien évidemment, vous avez un nombre incalculable d'épigrammes sur Léandre et Héros, par exemple. Mais la mythologie, ce n'est pas un sujet à part entière. Ce n'est pas un thème valorisable, comme par exemple, vous savez, pour l'épopée. Je me réfère ici à Martial lui-même, épigramme 4 du livre 10. Édipe, le noir Thyeste, Médée et Scylla, tel est le continuel sujet de tes lectures. Pourquoi ne lire que des récits fabuleux? Que te fait l'enlèvement d'Hylas? Que te font Parthénopée et Attis? Quel profit tireras-tu du sommeil d'Endymion, de l'aventure d'Icare qui perdit ses ailes, et de l'aversion qu'eut Hermaphrodite pour une onde amoureuse? À quoi te serviront tous ces jeux d'une imagination frivole? Lis plutôt ce livre, sous-entendu le mien, mes épigrammes, qui peint la vie humaine et qui te fera dire « Ceci me regarde ». Tu n'y trouveras pas des centaures, des gorgones, des harpies, c'est l'homme qu'on sent partout dans ces pages. Mais tu ne veux, Mamoura, ni étudier tes mœurs, ni te connaître toi-même. Lis donc les causes de Callimaque. Outre le fait que ici Martial est très méchant avec Callimaque, et avec tous les auteurs d'épopées, il y a quand même une portée extrêmement universelle de l'épigramme que défend Martial ici. Ça s'adresse à tout le monde. Cela parle de tous les hommes, ce n'est pas désincarné, c'est la vie même qu'on peint. Puisque c'est la vie même qu'on peint, c'est accessible à tous, et dès lors, beaucoup plus populaire, beaucoup plus facilement appropriable qu'un genre cultivé. Gros, lire Martial, vous en apprendrez plus sur l'homme que lire l'Énéide, lire les Métamorphoses, ou encore se fader l'Odyssée de A à Z. Bien. Toutes ces considérations faites, d'ailleurs, ça n'empêche absolument pas Martial de prétendre dans d'autres épigrammes qu'il veut plaire à un petit nombre, mais bon, la posture qu'il assume et dont j'ai parlé est suffisamment intéressante pour être soulignée. S'il faut reformuler l'attitude de Martial vis-à-vis du lectorat, de ses auditores, comme il dit, peu lui importe que ses lecteurs soient riches ou pauvres, érudits ou incultes, tant qu'ils aiment ses vers et qu'ils lui achètent ses livres. Martial, en plus d'être vulgaire, est tout à fait vénal, c'est pour ça qu'on l'aime. Un autre élément qui mérite d'être approfondi, c'est le rapport de Martial à la ville, dont j'ai déjà parlé précédemment, ce rapport du poeta urbanus, poète urbain. Martial, en plus, a une particularité, c'est que c'est un des rares poètes à avoir quitté Rome et être retourné là où il était originaire, c'est-à-dire à Bilbilis, vivre les dernières années de sa vie, où il a passé son temps à dire qu'il était bien content d'être à la campagne, mais que du coup il n'avait plus tellement de sujets d'inspiration, puisque c'est à Rome qu'on trouve tous les gens drôles, du moins tous les gens dont on peut se moquer allègrement. Alors, donc, dans le choix de présentation, j'ai parlé de l'épigramme de la page à la rue, et j'entends la rue comme élément de circulation géographique urbain, un contexte de lecture et de diffusion tout à fait particulier. Je vous parlais tout à l'heure d'une épigramme adressée à son livre, où il envoyait son livre balader dans toute la rue pour chercher un lecteur. Je vous la lis cette fois-ci, je ne vous la résume pas. Oui, elle est dans la présentation, ça doit être la première. Voilà. Où vas-tu, mon livre? Où vas-tu désœuvrer dans tes habits de fête? Est-ce chez Parthénus? Oui, mais tu reviendras sans avoir été ouvert, il ne lit pas de livres, il ne lit que des placets. Il ne s'occupe pas des muses, ou s'il le faisait, ce serait pour son propre compte. Des lecteurs plus vulgaires te conviendraient-ils? Dirige-toi vers le portique de Quirinus, tout près d'ici, celui de Pompée, celui d'Europe, ou du héros qui le premier guida un navire à travers les flots, n'abrite pas un plus grand nombre d'oisifs. Il se trouvera bien 2 ou 3 d'entre eux pour feuilleter ces niaiseries pâture des mythes. Il est très sympa avec lui-même. Toutefois, ce ne sera qu'après que les paris et les conversations sur Scorpius et Incitatus auront cessé de guerre. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'on peut remarquer que chez Martial, la diffusion est perçue comme une promenade dans les différents espaces de la ville, et il est fait mention de différents lieux d'échange et de sociabilité. Alors, il y a 2 choses qui sont
notables. La première, c'est qu'on a deux espaces qui sont créés. Un espace privé, noble, chez Parthénius, donc l'espace du grand notable qui va recevoir le livre chez lui et le laisser moisir et prendre les mines dans sa bibliothèque parce qu'il ne le lira pas. Et un espace beaucoup plus populaire, public, un lieu d'échange et de discussion entre les personnes qui est marqué par l'accumulation du nombre de portiques, où on trouve des boutiques, des échoppes, des gens qui parlent, des gens qui s'arrêtent, qui circulent. Un lieu beaucoup plus mouvementé et beaucoup plus mixte socialement également que l'espace privé dont il était question dans les premiers vers. Les œuvres de Martial sont de plus non pas vues comme un sujet de conversation important en soi. Martial n'attend absolument pas que ses œuvres fassent s'arrêter toutes les conversations et qu'on s'extasie, béat d'admiration devant le nouveau Martial qui vient de tomber, mais plutôt accepte tout à fait que ces œuvres soient le sujet de conversation qui va arriver entre le fromage et le dessert, entre la conversation sur les derniers paris sportifs et les ragots du coin. Cette vision-là d'une œuvre littéraire n'est pas tout à fait commune et renvoie Martial vers un genre en circulation et beaucoup plus populaire. En effet, j'ai parlé du poeta urbanus, du poète urbain inscrit dans la ville. Plus encore que la ville en général, je pense que urbanus est ici à lire comme spécifique à l'urbs avec un grand U, c'est-à-dire la ville de Rome elle-même. En effet, c'est souligné par la préface du livre 12, qui est écrit à Bibilis, donc en Espagne, et où Martial écrit à un de ses amis, en disant « J'ai écrit mon livre d'épigrammes, mais je m'ennuie un peu. J'ai le temps d'écrire, mais du coup je n'observe plus les gens, il n'y a rien à observer. » C'est la deuxième diapositive. Donc il cherche, il exprime les raisons. Il dit la première raison et la plus décisive, c'est que je cherche vainement ici ces oreilles délicates que je trouvais à Rome, et que j'y suis comme si je plaidais au milieu d'un forum étranger. En gros, c'est nul, je n'ai pas d'inspiration, et en plus, il n'y a personne pour me lire. S'il y a en effet quelque chose qui me plaise dans mes livres, je le dois à mes auditeurs, donc à mes lecteurs en réalité. Cette pénétration de jugement, cette fécondité de génie, ces bibliothèques, ces théâtres, ces réunions où l'on ne sent que de l'étude que ses plaisirs, tous ces avantages enfin que leur abondance même me fit quitter, leur absence aujourd'hui fait que je les regrette. Ajoute à cela la malveillance grossière et la stupide jalousie des provinciaux. Alors ici vous avez une mention des provinciaux qui est extrêmement intéressante et qui va être liée à ce que je vais dire plus tard, la mention de l'urbanus comme l'homme cultivé de bon goût en comparaison avec le bouseux campagnard, qui n'est du coup pas intéressant et pas un public souhaitable pour la lecture d'épigrammes. Donc, je l'ai montré dans l'épigramme où il envoyait son livre se promener dans la ville. Rome, c'est un des thèmes principaux des épigrammes de Martial. Outre que la géographie permet d'identifier des personnages qu'on évoque sous pseudonyme par moment, donc ça agit comme une clé de déchiffrage de l'œuvre, elle permet, c'est l'un des éléments cruciaux pour comprendre la dualité entre ce qui est populaire et ce qui ne l'est pas chez Martial. Je m'explique. On constate un goût pour la description des espaces chez Martial, et de tous les espaces urbains. Je vous donne un exemple. Un des quartiers les mieux décrits chez Martial, c'est la Suburre, le cœur de la Rome populaire. C'est vraiment les bas-fonds. Par exemple, je vous donne une épigramme après, mais on y trouve dans ces épigrammes beaucoup de précisions. La saleté du Clivus Suburranus, qui est la rue principale, les convois de marbre, la difficulté de la circulation, le bruit, les commerces, les prostituées, les rares aristocrates complètement perdus qui vivent dans ce quartier malfamé, les bobos actuels. Je vous la lis, c'est la troisième diapositive. Non, c'est pas celle-là, donc je l'ai pas, je ne l'ai pas sur le PowerPoint, je l'ai oublié. Si je n'ai pas désiré, Paulus, si je n'ai pas mérité ce matin de te trouver chez toi, que ta demeure des Esquilies soit encore plus éloignée de la mienne. J'habite, tu le sais, près des piliers de Timour, là où le temple de la rustique Flore fait face à celui de l'antique Jupiter capitolin. Il décrit l'endroit où il vit dans Rome. J'ai à franchir la rue escarpée de Suburre et son pavé toujours humide et sale. Là, on échappe difficilement aux longues files de mulets qui, à force de cordes, traînent avec peine des blocs de marbre. Après,
il implore son patron de se lever moins tôt. En effet, il a dû traverser toute la ville de bon matin pour aller rendre visite à l'homme qui le protège, à son protecteur. Et quand il est arrivé, on lui a dit que son protecteur ne dormait plus, qu'il n'était déjà plus à la maison, alors qu'il était venu le réveiller et lui souhaiter bonjour à son réveil. Donc la pointe de l'épigramme dit toujours l'homme officieux à des amis qui ne le sont guère, tu peux être mon patron, mon roi, mais dors plus longtemps par pitié. Ce n'est pas la pointe qui est intéressante ici, c'est l'espèce de description de ce crapahutage désespéré dans Rome pour aller chercher son pécule journalier, en fait. Il va chercher des sous et il est très déçu de ne pas voir son patron chez lui. Donc ici, on a vraiment un amusement à parcourir les différents espaces de la ville. Un autre élément, c'est que j'ai parlé de la subure et du quartier populaire, mais Martial est celui également qui célèbre la Rome monumentale, avec des allusions par exemple aux différents incendies de Rome en 64, en 69, en 80. Il décrit donc l'histoire urbaine, architecturale presque de sa ville. Et c'est une Rome vitrine qu'il célèbre dans la première épigramme du Liber de Spectaculis, en écrivant sur le Colisée, c'est la bonne épigramme, en le faisant surpasser toutes les merveilles du monde. Que la barbare Memphis cesse de nous vanter ses merveilleuses pyramides, que Babylone ne se fatigue plus à célébrer sa magnificence, qu'on ne nous parle plus si pompeusement du temple élevé à Diane par la voluptueuse Ionie, et que l'autel d'Apollon construit avec les cornes d'animaux ne se dise plus l'œuvre d'un dieu, que les Cariens ne portent plus au nu avec tant d'emphase leur mausolée suspendu dans le vide désert, que tous les monuments le cèdent à l'amphithéâtre de César. C'est pour lui surtout, pour lui seul, que doivent se faire entendre les 100 voix de la renommée. Donc, effectivement, ici, vous voyez bien la confrontation entre les deux espaces de la ville, la Rome monumentale, vitrine, centre du monde, et la Rome microscopique où c'est sale, il y a des ânes et on ne peut pas passer. Il y a une double poétique de cette ville, grande muse et muse un peu plus nauséabonde et beaucoup plus populaire. Toujours selon Étienne Wolff, toutes ces épigrammes dessinent une géographie poétique de la ville, où les lieux connus sont esquissés par des traits caractéristiques plutôt que décrits. L'épigramme 14 du livre 2, c'est la dernière diapositive, cherche même à créer une poésie des noms urbains, une accumulation des lieux qui devient presque esthétique. Il n'y a rien que Célus ne tente, rien qu'il n'ose. Chaque fois qu'il se rend compte qu'il faut dîner chez lui, il court vers le portique d'Europe et t'adresse des éloges sans fin à Paolinus, ainsi qu'à tes pieds dignes d'Achille. Si Europe ne lui a pas réussi, il gagne alors les Saepta pour voir s'il obtiendra quelque chose du fils de Philira ou de celui d'Éson. Déçu ici encore, il se rend dans le temple, c'est dans le temple, pardon, mon correcteur orthographique a frappé, voilà. Donc c'est le temple et non pas le temple, je suis navrée. Dans le temple de la déesse de Memphis, et s'assied sur les sièges, triste génisse. De là, il gagne la galerie soutenue par 100 colonnes, puis les dons de Pompée et les doubles bosquets. Il ne dédaigne ni les bains de Fortunatus, ni ceux de... Décidément, mon correcteur orthographique a décidé de donner dans l'obscénité, donc c'est ni et non pas nu. Je pense que le lapsus aurait beaucoup plu à Martial. Ni ceux de Faustus, ni ceux de Grullus, dépourvus de lumière, ni ceux de Lupus, résidence d'Éole. Et il se lave et se relave aux 3 termes. Quand il a tout essayé, mais sans obtenir la faveur divine, il retourne bien lavé vers les buis de la timide Europe, pour voir si un ami n'y a pas fait sa promenade du soir. Ô taureau, porteur lascive, je t'en prie, en ton nom et au nom de ton ami, invite Célus à dîner. Alors, il y a plusieurs références à élucider dans cet épigramme. Donc, le portique d'Europe, c'était un portique clos, orné d'une œuvre d'art avec des bosquets où on pouvait se promener. Les Saepta dont il est fait mention, c'est dans le Champ de Mars aussi, c'est un enclos destiné au vote, en règle générale, mais en réalité, quand il n'y a pas de vote, c'est une espèce de galerie de promenade où des œuvres d'art sont exposées, et un des portiques était orné d'une fresque représentant Jason et la toison d'or. C'est le fils d'Éson dont il est fait mention ici. Enfin, le temple de la déesse de Memphis, il s'agit du sanctuaire d'Isis, ce qui donne lieu, bien sûr, à une comparaison tout à fait délicieuse entre le malheureux Célus et une triste génisse qui pleure parce qu'il a faim. Enfin, nous avons la galerie soutenue par 100 colonnes, c'est une colonnade du Champ de Mars. Nous avons également une allusion au portique de Pompée qui est contigu à ce portique aux 100 colonnes. Une mention des bains privés,
Puis des termes publics, c'est vous dire si, en tout il s'est lavé quand même 6 fois, il est brillant comme un sou neuf à la fin de l'épigramme. Et donc vous avez les 3 termes publics, ceux d'Agrippa, de Néron et de Titus. Vous avez cette espèce de boucle dans Rome où notre affamé, décidément très très motivé, cherche absolument à trouver des amis pour trouver quelqu'un qui acceptera de le nourrir. La ville ici est un outil poétique à part entière, qui sert à se moquer du malheureux Célius et de ses... il n'y a pas d'autre mot que crapahuter dans toute la ville à la recherche de sa pipe. Cette allusion à la géographie, cette vision aussi précise de la Rome de son temps, est une conception, enfin, cette conception de l'épigramme est extrêmement intéressante. On sait que l'épigramme, c'est un genre circonstancié qui est profondément ancré dans la vie sociale, qui cherche à parler aux hommes de leur temps en faisant allusion à ceux qu'ils connaissent, à parler de leur vie, de leurs défauts, de leur société. Et on remarque que la ville de Rome, c'est l'inspiration par excellence. C'est l'ours qui donne lieu à ce genre urbain qu'est l'épigramme. Ainsi donc l'épigramme est un genre inscrit dans l'espace urbain, dans l'espace cultivé, noble, comme dans l'espace pauvre et populaire, et y compris dans sa dimension littéraire, puisque cette inscription véritablement géographique de l'épigramme survit dans Rome. Et il y a cette espèce d'exception romaine, sur laquelle je vais venir à présent, preuve peut-être que l'Urbs, avec un grand U, est le lieu spécifique de la diffusion géographique des épigrammes. Je viens donc à un second temps, qui sera, je vous rassure, beaucoup plus rapide, qui est la circulation urbaine de l'épigramme portée à son comble, l'exemple de la pasquinade imitée de Martial. Alors la pasquinade, comme ce sera en son temps la mazarinade, la proximité phonique est à mon avis assez intéressante, ce sont des formes littéraires uniques nées dans un contexte donné et dont la diffusion suit un schéma, un circuit tout à fait unique. Alors, quittons les mazarinades et restons sur les pasquinades. En effet, ce sont des exemples flagrants d'insertion d'un genre littéraire, je vais y arriver, dans un contexte urbain. Il s'agit des statues parlantes, des lieux de communication publique matérialisés par une sculpture dans l'espace public où des gens viennent déposer des petits mots. Le pasquino, ça s'appelle des pasquinades parce que le pasquino est l'exemple le plus célèbre et je vais y venir, mais si vous allez à Rome et que c'est celui de l'affiche, voilà. Si vous allez à Rome et que vous croisez le pasquino, vous y trouverez un petit pamphlet sur Berlusconi, très à la mode, le numéro de téléphone d'une personne qui cherche à retrouver son chat, un mot désespéré d'un tel qui cherche absolument à ce que sa femme revienne à la maison, des petits pamphlets sur le voisin qui fait trop de bruit, etc. Voilà, c'est le pasquino. Alors maintenant on n'affiche plus directement sur le pasquino, mais le socle du pasquino est le lieu d'affichage de plein de petits billets. C'est vraiment le lieu des petites annonces, à ceci près que voilà, c'est différent de notre affiche de boulangerie, parce que nous n'affichons pas de pamphlet contre Nicolas Sarkozy à la boulangerie avec notre numéro de téléphone à côté de l'annonce pour la nounou. Mais à Rome, ces formes d'expression populaire voisinent, encore aujourd'hui. Mais je quitte un peu l'époque contemporaine pour me focaliser sur l'âge d'or de la pasquinade, qui est le XVIe et XVIIe siècle romain. Alors, donc, les pasquinades sont nommées ainsi d'après le pasquino, un fragment, donc un buste assez abîmé de statues hellénistiques, qui se trouve aujourd'hui dans un quartier de Rome qui était autrefois situé sur le Champ de Mars. L'origine du pasquino est très intéressante parce qu'elle est double. En fait, il y a deux mythes du pasquino. Comment seraient nées les pasquinades, autrement dit, et c'est à la fois populaire et savant dans les deux cas. Ce sont deux théories qui sont nées, l'une vers le milieu du XVIe siècle pour la première, et une deuxième, mais moins célèbre, mais plus crédible, qui serait née vers 1510. Alors la première et la plus répandue, la plus étoffée, c'est que Pasquino était un tailleur qui travaillait pour les grands de Rome et qui se serait adonné avec ses clients les plus illustres et les plus cultivés à des discours extrêmement libérés sur le pape, sur les cardinaux, sur l'église en général, constituant une bottega aussi bien mercantile que littéraire, renommée pour ses habits autant que pour les traits d'esprit et les épigrammes. On allait se faire tailler un costume
et on allait de même en tailler un à toute la papauté. Ainsi, après la mort du tailleur Pasquino, les adeptes auraient poursuivi son entreprise avec discrétion en affichant leurs œuvres auprès d'une statue récemment posée près de la boutique. Et donc on aurait dit que ce Pasquino qui avait succédé, ce Pasquino de pierre qui avait succédé au Pasquino de chair, était Pasquino Redivivus, ressuscité, et qui permettait de dire autant de méchanceté qu'avant. La deuxième hypothèse, c'est que Pasquino était un professeur qui s'ennuyait dans le voisinage et affichait avec ses élèves des méchancetés sur tout le monde. Preuve que l'enseignement peut être tout à fait vivace. Donc, au départ, la pasquinade a une véritable légitimité littéraire. C'est assez intéressant, parce qu'on a non plus un processus de légitimation, mais un processus d'illégitimation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus clandestin, de plus en plus méchant, et ça a circulé de plus en plus sous le manteau. Alors au départ, effectivement, à la fête de Saint-Marc, il y avait un affichage de poèmes massifs, il y avait beaucoup de poèmes affichés, et on les publiait en recueil. Annuellement, on publiait les recueils des pasquinades de Saint-Marc de l'année précédente. De plus en plus, la dimension va se faire clandestine, beaucoup plus anonyme, on ne va plus signer, plus ça va être méchant, plus ça va être contre les papes, et bien évidemment, moins on va signer. C'est pas une bonne idée de signer quelque chose contre le pape à Rome. Et donc cette rapide contextualisation me permet de poser la question de la dichotomie entre le populaire et le savant. Alors, je fais un petit excursus sur la popularité et le caractère savant de Martial. Martial, c'est un des rares auteurs antiques qui n'est pas complètement oublié au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un auteur qui va subsister aux côtés des grands auteurs, aux côtés de Virgile, aux côtés d'Ovide, aux côtés d'Homère, dans ce qu'on appelle les codices, codex, ces espèces de grands ouvrages, ces compilations qu'on trouve dans les bibliothèques médiévales. Charlemagne lisait du Martial, s'il vous plaît, tout au long du Moyen-Âge. Cependant, c'est un Martial expurgé. Il a écrit quand même 15 livres d'épigrammes, et dans certains codices, on trouve Martial 15 vers. Complètement expurgé. On a pris les meilleurs morceaux et on les a... on a enlevé quasiment... En fait, il n'y a quasiment que des pointes d'épigrammes, presque. Et en général, pas les plus obscènes, donc c'est pas très rigolo. Donc, les intellectuels, il a été redécouvert dans son intégralité par Boccace, excusez du peu, à Monte Cassino en 1361 ou 1362, et il est un des premiers à être imprimé en 1470. Les intellectuels de la Renaissance en ont donc une extrêmement bonne connaissance, et il y a fort à parier qu'au moment où des imitations de Martial en latin sont posées sur le Pasquino, ce sont eux qui motivent et qui nourrissent cette diffusion des épigrammes de Martial, reprise à la sauce romaine du début du XVIe siècle, puis du XVIIe siècle. Alors, on en trouve ainsi, placardés sur le Pasquino, qui reprennent la structure, par exemple, en question-réponse de certaines épigrammes de Martial. Dis-moi, Alecto, d'où vient que la paix se répand partout, et d'où vient que s'arrêtent d'un coup les combats? Sextus est mort. Ça, c'est sur la mort d'Alexandre VI. En gros, ouf, c'est bon, maintenant qu'il est mort, on va pouvoir être en paix. On retrouve cela, par exemple, dans pas mal d'épigrammes de Martial. Il y en a une notamment où on dit si tu me dis que tu me promets toutes tes richesses après ton trépas, qu'est-ce que tu crois que je désire? Sous-entendu, j'ai très envie que tu meurs maintenant que tu m'as dit que j'héritais. C'est la même structure que les épigrammes de Martial. De même, on trouve la même structure avec un simple verbe explicatif à la fin de l'épigramme qui fait figure de pointe, comme cette pièce qui parle de Léon X. Vous vous demandez peut-être pourquoi, sa dernière heure venue, Léon, donc le pape Léon X, n'a pu recevoir les derniers sacrements, c'est qu'il les avait vendus. Ce qui rappelle l'épigramme 10 du livre 1 de Martial. Gemellus veut épouser Maronilla, il la presse, la supplie, la comble de cadeaux. Elle est donc bien belle. Loin de là, il n'est rien de plus laid. Qu'a-t-elle donc qui attire et qui plaise? Elle tousse. Sous-entendu, elle est malade, elle va crever bientôt, donc il va pouvoir hériter. Tout en délicatesse et en finesse, merci Martial. Donc, ces pasquinades sont extrêmement intéressantes parce qu'elles font circuler dans l'espace urbain quelque chose qui pouvait être lu, qui pouvait être traduit, qui, à mon avis, a beaucoup fait rire les contemporains,
Et je cite une dernière pasquinade qui n'est pas imitée de Martial, mais que je trouve extrêmement savoureuse, c'est qu'au moment de l'édification de Saint-Pierre de Rome, vous savez que Bernin, l'architecte, a commis l'atrocité de faire fondre les rostres, donc ces vestiges antiques, ces éperons de navires ennemis, pour en faire cette espèce d'immondice baroque tarabiscoté et plein de dorures. Les Romains ont été furieux que les rostres aient été fondus pour produire ça, et on a trouvé placardé sur le Pasquino, mais aussi partout sur les murs de Rome, quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini, ce que les barbares n'ont pas fait, les barberini l'ont fait. Autrement dit, les rostres avaient survécu à l'Antiquité aux invasions barbares pour mourir sous la main de Bernin et de ses commanditaires. Bernin a essayé de se racheter, et donc a voulu embellir Saint-Pierre en édifiant 2 petits clochetons. Le lendemain de leur inauguration, on a trouvé à nouveau placardé partout sur les murs de Rome qu'on avait découvert les oreilles d'âne du Bernin. Bernin a fait détruire ces clochetons et a été vexé comme un pou pendant des années. C'est la preuve que l'inscription de l'épigramme dans l'espace public est populaire, extrêmement vivace et produit une circulation, je pense, il y a tout lieu de penser que tout le monde a beaucoup ri en lisant ça placardé sur les murs, y compris ceux qui ne savaient pas le latin et se le sont fait traduire. Bien. Ainsi donc, cette petite excursus par les pasquinades me pousse à envisager les liens du populaire et du savant au sein de l'épigramme. En effet, l'épigramme, je parlais tout à l'heure de la question de l'obscénité et de la légitimité de Martial comme modèle. En gros, l'obscénité, ce serait plus du populaire, plus du crasseux, c'est pour les bouseux les épigrammes qui parlent de fesses. Pas forcément. Par exemple, au XVe siècle, on voit fleurir les imitations néo-latines de Martial qui se concentrent bien souvent sur le contenu très cru des épigrammes, sans pour autant regarder automatiquement la forme. Par exemple, il y a une première grande imitation qui est faite par Antonio Beccadelli, dit le Panormite, donc 1394-1471, dans son Hermad Proditus, qui se focalise essentiellement sur toutes les relations physiques possibles entre un homme et une femme, ou entre hommes. Donc le livre a bien évidemment fait scandale à cette diffusion, et il a repris en fait tout ce que Martial avait de plus obscène. Cela dit, il connaît une très vaste diffusion dans les milieux cultivés, et il se réclame à plusieurs reprises, comme je l'ai dit, de Martial. De même, Ennio Silvio Piccolomini, qui deviendra quand même pape, s'est adonné, dans son âge le plus prince-sautier, à l'imitation de tous les trucs les plus crades chez Martial. Bon, ensuite, il a publié une encyclique en disant que bon, Martial, c'était pas forcément le meilleur modèle, et que maintenant qu'il était pape, il convenait de ne plus trop en parler. Néanmoins, beaucoup de critiques ont remarqué que cette espèce de goût pour la vulgarité de Martial, c'est quelque chose qui est commun aux intellectuels. Ce sont des clercs, des gens extrêmement cultivés qui vont s'attacher à ce que Martial a de plus peuple, a de moins raffiné. Donc en fait, ici, il y a un jeu de circulation très intéressant entre ce qui est supposément populaire et ce que l'élite cultivée en fait. De même, il est possible que, selon certains critiques, plus tard dans sa diffusion, Martial soit devenu un modèle littéraire pour ceux qui ne s'identifiaient pas à, par exemple, à Pétrarque, à l'idéal néoplatonicien. C'est, encore une fois, ce que je disais sur l'anti-grand genre littéraire. C'est un genre qui va être adopté par l'élite intellectuelle parce que, justement, c'est quelque chose qui ne fait pas élite intellectuelle. C'est quelque chose qui renvoie vers une sorte de distraction qui est plutôt de l'ordre du populaire, mais qui reste quand même une certaine chasse gardée. Par bien des aspects d'ailleurs, cette volonté de rendre toute leur verdeur aux épigrammes de Martial est à nouveau de mise de nos jours. Ainsi, la petite anthologie que j'ai ici, traduite par Dominique Noguez en 2006, cherche à reprendre des éléments du langage familier, populaire, pour rendre l'esprit vert de Martial. Ainsi, traduction de l'épigramme 91 du livre 6, que je vous donne déjà dans sa traduction très pudique des années 30, la sainte censure de la plus haute autorité prohibe et interdit d'être adultère. Réjouis-toi, Zoïle, tu n'aimes pas les femmes. Traduction de Dominique Noguez. L'adultère à présent est puni par le code. Tu t'en tapes, je sais bien. Toi qui n'as jamais aimé les femmes, fais bien qu'avec un gode. Bon, on voit ici plusieurs incursions du langage cru et tout à fait populaire de notre époque. Autre exemple, et merci Vanessa pour cela, des traductions d'une version allemande cette fois-ci, des épigrammes,
qu'on trouve sur Internet. Alors, tu ne m'invites à manger que pour une seule raison, Ligourinus, pour pouvoir déclamer tes vers. J'ai à peine enlevé mes chaussures qu'on m'apporte un livre énorme entre le ketchup et les légumes. Ici, Martial et le ketchup, c'est quand même assez savoureux. De même, il y a un appétit de la grossièreté et la comparaison de l'homme de lettres à d'autres célébrités, mais cette fois-ci de son temps. Grâce à des indécasyllabes, pas mal d'esprit et de bon goût. Moi, Martial, je suis connu entre les peuples. Voyons, ne soyez pas jaloux. Pourtant, pas plus connu que Ballack, qui est un footballeur. Donc on peut possiblement le remplacer, nous, par Zidane, Griezmann et autres Pogba, ou on peut le remplacer par toutes sortes de sportifs. Mais il y a un jeu entre les héros populaires de son temps et la figure de l'homme de lettres cultivé, qui est renommé pour la beauté de ses vers dans tout le monde. Chez Martial, c'est pas du tout un héros populaire, hein, c'est Andrémon, qui est un personnage de la mythologie. Donc ici, il y a un jeu du traducteur qui tire à l'univers populaire le jeu cultivé de Martial. Donc après avoir essayé, pendant beaucoup plus longtemps que je l'imaginais, de montrer les liens intimes qui unissent l'épigramme, le milieu urbain et les relations entre le populaire et le savant, j'aimerais aborder dans un second temps, qui, promis, cette fois-ci, sera plus bref. Ne te presse pas, tu as encore tout ton truc. Mais bon, je vois qu'il fatigue. La dynamique inverse de l'urbanité dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui pourtant porte le même nom. L'épigramme, en effet, c'est un genre qui est marqué par l'urbanité, dans un sens cette fois-ci littéraire, un idéal de politesse et de civilité. Donc c'est pas seulement celui qui vit en ville, c'est celui qui vit en ville et qui du coup est plus policé, qui a plus de savoir-vivre que le pecno de la campagne. C'est cette perception de la ville comme l'endroit où tout se passe et où il ne peut se passer que de belles choses, puisque nous sommes là. Donc, il faut commencer par savoir un peu ce que désigne l'urbanitas antique, cette notion un peu labile, un peu étrange qu'est l'urbanitas. J'ai déjà pointé dans mon introduction que Martial, c'est un auteur aux multiples ambivalences qui adoptait plusieurs attitudes vis-à-vis de ses auditores en tant qu'auteur, à la fois désireux d'être seulement lu, tatillon, voire un peu snob à l'inverse, préférant un petit lectorat capable de le comprendre à un grand lectorat un peu plus décomplexé et qui ne comprendrait pas tout. De même, si j'ai abordé la réception popularisante, à défaut d'un meilleur terme, réel ou de posture, un peu aigrillarde des intellectuels, il faut à présent aborder l'autre facette de l'urbanité, celle qui passe en littérature et place la ville comme vivier de l'esprit et du goût, et c'est là que Martial pose le plus problème en réalité, quand on parle de l'urbanité littéraire. On peut regarder ce que dit Quintilien en citant le traité perdu de Domitius Marsus sur cette notion bien étrange qu'est l'urbanité. Une certaine force, concentrée dans une phrase brève, qui est efficace pour charmer les hommes et les plier à toutes les émotions. La définition est pour le moins vague. Et de toute façon, toutes les définitions antiques, même chez Cicéron, sont également imprécises. Donc en gros, l'urbanitas, on essaie de la définir, mais clairement, on ne sait pas trop ce que c'est, ni ce que cela recouvre. Ça désignerait alors... oui, une forme de communication cultivée sans l'être trop, quelque chose qui se rapprocherait peut-être de notre idéal de l'honnête homme au XVIIe siècle, mais j'y viendrai plus tard. La phrase, la formule urbana, urbaine, peut être humoristique, sérieuse ou intermédiaire entre les deux. Ainsi, l'urbanitas antique désigne une forme précise, concise et élégante d'expression. Et être urbain désignerait alors le fait juste d'avoir de l'esprit. Alors, bon, Martial, lui, pose un certain problème, comme je l'ai dit, au niveau de l'élégance. C'est-à-dire qu'en fait, chez Martial, comme je l'ai dit, il y a une espèce de dichotomie fondamentale entre l'élégance de sa langue. Je vous ai montré tout à l'heure des exemples de concision qui, en latin, sont absolument admirables et font preuve de sa maîtrise absolue des codes linguistiques. Et en même temps, ces sujets manquent quand même relativement d'élégance. Ce n'est pas l'auteur le plus mesuré du monde. Et donc j'aimerais ramener un peu cette vaste réflexion qui a brassé beaucoup de notions vers l'urbanité en langue française, imitée donc de Martial, au temps des salons. J'ai parlé tout à l'heure du passage donc de la page à la rue dans un premier temps, puis de la rue à la ruelle du salon dans un second temps. Eh bien ici, nous sommes dans la ruelle, c'est-à-dire un moment où on va chercher à travailler sur la langue, sur les possibilités d'expression,
pour rendre Martial urbain au sens poli, policé. Donc c'est un peu compliqué, et arrêtez-moi si jamais l'explication manque de clarté. Mais rassurez-vous, elle manque de clarté pour moi aussi, tellement cette notion est complexe. Pourquoi a-t-on sous le même mot l'urbanité géographique et l'urbanité littéraire en langue française? La francisation du terme d'urbanitas n'est en effet pas évidente. Urbanité, au terme littéraire, voilà, c'est très exotique, c'est très précieux, et en réalité, c'est que on a transposé en latin une notion grecque par le même mot qu'une notion latine. Je m'explique. Urbanitas en latin au début, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la circulation géographique, c'est la ville, jusque-là pas de problème. Le seul problème, c'est que on a emprunté au grec la notion de l'astéios comme trait d'esprit élégant qui est dérivé de l'astu, la ville. Donc quand en latin on a cherché à adopter ce concept, eh bien on a repris la même imagerie de urbaine et on a désigné par le même mot d'urbanitas deux choses qui n'avaient rien à voir, le caractère de la ville et la pointe, l'esprit. Donc ça va être extrêmement intéressant à montrer. Je vais rapidement conclure sur cette question du XVIIe siècle que je ne vais pas aborder plus avant ici. Mais en gros, ce que je voudrais montrer, c'est que le XVIIe siècle français, lorsqu'il imite Martial, opère un déplacement complet quant aux notions qui président à l'écriture épigrammatique. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le même système que celui que j'ai évoqué jusqu'à présent. En effet, si le XVIe siècle, dans la continuité des théories humanistes de Policien, semblait placer ce genre poétique sous l'égide de la varietas, une espèce d'enjouement plaisant, pas toujours policé, pas toujours poli, il n'en va pas de même pour le siècle suivant qui cherche à nommer clairement les propriétés de la langue française. Donc l'épigramme va devenir un enjeu linguistique et plus simplement un enjeu de circulation entre populaire et cultivé. Il va véritablement y avoir appropriation du genre par l'élite savante, qui va en faire un objet poétique, un jeu virtuose sur les capacités de la langue française. Ainsi, l'appropriation, parce que en fait, le genre poétique de l'épigramme est maintenant complètement approprié en langue française au XVIIe siècle. Il n'y a plus besoin d'interroger ses capacités, c'est une légitimité, c'est l'égal du sonnet. Et donc c'est devenu, ce que ça n'était pas au départ, c'est devenu un grand genre littéraire. L'épigramme au XVIIe siècle, chez les poètes qui imitent Martial, est entré dans le canon littéraire. Par conséquent, les questions qui président à sa composition ne sont plus du tout les mêmes, et l'urbanité qui y préside n'a plus du tout le même sens. Ce n'est plus du tout aussi populaire que ça pouvait l'être avant. Ainsi donc, je me réfère aux propos de Meynert. Non, je ne vais pas me référer à Meynert parce que cette citation est beaucoup trop longue et en anglais, et que je préfère dès lors parler un petit peu du statut du populaire. Puisque le genre est devenu quelque chose de savant, quid de sa popularité? Qu'est-ce qu'on en fait? Il va y avoir en fait une dynamique qui va esthétiser les éléments populaires au sein de l'épigramme dans le courant des imitations françaises de Martial au cours des XVIe et XVIIe siècles. Qu'est-ce que c'est que cette esthétisation du populaire? Je vous ai parlé tout à l'heure de la société des épigrammes de Martial, où en gros la société c'est l'ensemble des éléments contextuels dont on parle. Ce sont les gens auxquels on s'adresse, ce sont les gens dont on parle, c'est l'espace dans lequel on s'inscrit. Et chez les auteurs français, notamment par exemple chez Étienne Taboureau des Accords ou chez Clément Marot, il va y avoir un jeu sur les codes populaires. Ces épigrammes, elles sont adressées à des gens extrêmement puissants, extrêmement cultivés. Le connétable de Montmorency, le roi, la reine. Néanmoins, on va y trouver des petites allusions à des codes populaires, notamment dans la société des épigrammes, c'est-à-dire aux personnages qui sont mentionnés. Ainsi, on va y retrouver des personnages de Fabliaux, Jean-Jean, la figure du cocu.
On va retrouver des personnages de ridicule, des personnages qui renvoient en fait à une certaine idée du populaire, mais de l'homme du peuple comme homme ridicule, comme homme de paille qui permet de châtier la vertu des grands. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Mais en gros, ce que je cherche à montrer, c'est qu'au niveau des rapports entre populaire et savant, il va y avoir une appropriation progressive du savant vis-à-vis de l'épigramme, et que la popularité va venir comme en fait un élément en plus, une petite touche. Faire peuple va devenir un élément de l'esthétique savante de l'épigramme. Donc, je conclurai en soulignant l'extrême complexité des rapports entre populaire et esthétique savante dans les épigrammes de Martial, et l'extraordinaire variété des réceptions, des expressions que cette forme épigrammatique a pu prendre, montre bien qu'elle circulait entre les différentes couches de la société, au-delà du fait qu'elle les mentionne. De même, ce que j'ai dit dans mon introduction sur la survivance et la permanence de formes héritières de l'épigramme me semble être quand même extrêmement symptomatique du fait que si la sphère cultivée s'est appropriée le mot, l'esprit est resté dans les sphères populaires, et c'est ce qui est extrêmement intéressant avec ce genre qu'on retrouve en fait partout sans forcément le voir. Merci beaucoup Marine. Franchement, moi déjà je ne peux qu'adhérer à 100% à ta conclusion. Merci pour... je suis touchée et ravie de tous les points que tu as jetés avec l'ensemble du séminaire passé et à venir, ne serait-ce qu'avec la question de l'obscénité, qui est une espèce d'annonce de la dernière séance du 29 mai sur les littératures érotiques, avec la définition de l'anti-grand genre, avec toute cette question de l'appropriation par les élites culturelles de formes populaires qui subissent une espèce de dépopularisation et qui en même temps, du coup, comme par une parade, doivent trouver des moyens de rester vivaces et populaires. La comparaison avec Twitter, je crois qu'elle est extrêmement efficace. Oui, il y a même des débats Twitter. Il y a des débats Twitter, oui, et puis surtout il y a ce que tu évoquais avec la construction de Saint-Pierre. C'est exactement ce genre de réaction en punition par l'opinion publique qui est quand même une des bases du fonctionnement de Twitter aujourd'hui. On en a eu suffisamment d'illustrations pendant les élections, je pense. Ah, mais il y a en plus un aspect qui reste sur Twitter, c'est la phrase concise comme moyen d'affirmer une identité artistique. Je me réfère ici à un inénarrable clash, comme on dit, qui a eu lieu entre Booba et Johnny Hallyday, chose que je trouve extrêmement savoureuse, où Booba a posté un tweet décriant Johnny Hallyday comme un artiste mineur qui n'écrivait même pas ses chansons. Et soit Johnny Hallyday lui-même, soit son chargé de communication, a répondu sur Twitter de même, de façon très assassine, en disant « Booba, c'est qui ?» Voilà. Ici, la joute intellectuelle, la pointe où on se renvoie, on se tape dessus en cherchant la formule la plus percutante possible, en bonne saisimiste et en bonne tabourisante que je suis, je ne peux pas y voir autre chose que ce que fait Étienne Taboureau dans ses touches et contre-touches, où il imagine des épigrammes avec des gens qui se tapent dessus pendant 3 pages à coups d'épigrammes, et outre que c'est très drôle, je pense que l'esthétique est un peu la même. Où en fait la forme brève permet de se défendre soi-même en tant qu'artiste, même encore aujourd'hui. Ça me semble extrêmement intéressant sur cette permanence populaire, y compris dans des formes qui ne sont pas acceptées par la doxa intellectuelle, forcément, comme le rap ou la chanson populaire. Je trouve qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire sur ce que tu viens de dire là, la forme brève comme moyen de se défendre en tant qu'artiste. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant, d'autant plus que quand on sait les moyens littéraires que les écrivains et les artistes ont mis en œuvre depuis des siècles pour se défendre à tous les points de vue, qu'il s'agisse des points de vue esthétiques, des points de vue de responsabilité. Il y a énormément de choses que tu soulèves là. Moi j'ai beaucoup de questions, donc évidemment je ne vais pas te faire le coup de toutes te les poser, mais est-ce que vous en avez également, parce que je ne veux pas du tout monopoliser l'entretien. Oui, Pierre? Oui, alors vous avez parlé de la... Tu peux me dire tu quand même. Donc, vous avez parlé de la survivance des
voilà, du genre épigrammatique de certaines formes populaires modernes. En revanche, on a l'impression que ce genre ne se lit pas vraiment, mettons, dans la entre guillemets, haute poésie moderne. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, déjà. Ben, je pense qu'en fait, ça fait un peu les vases communicants. En fait, le mot d'épigramme, maintenant, a fini par acquérir en langage. C'est un peu comme en linguistique. Les savants sont les derniers à prendre acte d'un fait qui existe. Et que Taboureau avait déjà remarqué au XVIe siècle, c'est que le mot d'épigramme, en tant qu'il désigne un genre littéraire, ça ne veut plus dire grand-chose. C'est complètement... c'est vidé de son sens. Taboureau avait, lui, essayé de trouver un mot de remplacement pour remotiver, pour redonner une actualité au nom du genre et donc lui permettre de survivre. Donc il était visionnaire et bien évidemment, comme tous les grands visionnaires, il a été complètement oublié. Mais je pense qu'en fait, les formes poétiques actuelles, déjà maintenant il y a une très forte, un fort brouillage entre les formes poétiques savantes et populaires. Enfin, je veux dire, maintenant on peut tout à fait considérer que du rap c'est de la poésie. Et dans le rap, il y a une permanence de l'épigramme. Mais c'est vrai qu'en tant que forme, on n'écrit plus des épigrammes pour passer le temps. C'est vrai. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Je ne me suis pas penchée sur la question. Mais de même qu'on n'écrit plus vraiment de sonnet non plus. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a une désaffection pour la forme normée, peut-être. Mais c'est une hypothèse. En fait, ce que je voulais encore demander, c'est que est-ce que c'est-à-dire, puisque est-ce que si on pourrait parler du déclin de l'épigramme, est-ce qu'il était simultané du déclin des autres formes plus normées, ou est-ce qu'il avait déjà commencé un peu plus tôt? Est-ce que c'est une forme de simultanéité au même moment où le sonnet a cessé d'être une forme nommée, toujours reproduite? À ce moment-là, c'était aussi l'épigramme qui avait décliné, ou il y avait déjà des genres de déclin antérieurement? Alors ça, je ne saurais pas vraiment te répondre avec beaucoup de précision, parce que ma chapelle, moi, c'est vraiment des épigrammes imités, donc je n'ai pas prétention à connaître l'intégralité du corpus épigrammatique. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même une survivance jusqu'au XXe siècle. On écrit encore quelques épigrammes, mais c'est vrai qu'après le XVIIIe et le règne du bel esprit, il y a un déclin de cette forme, où peut-être que l'esprit pour l'esprit perd de la vitesse. Il y a aussi que c'est un des genres qui est le premier arrivé au moment où la langue française cherchait à se constituer comme une langue cultivée, une langue digne d'écrire de la poésie. Donc je pense qu'il est normal qu'elle ait connu son déclin un peu plus tôt que les autres, vu qu'elle avait commencé un peu plus tôt. Mais, alors je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, Tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, est-ce que la tendance, ce serait pas de faire de l'épigramme une figure de style au lieu d'un genre littéraire et l'inclure dans des romans C'est ce que je dis en fait, c'est qu'on a gardé la survivance épigrammatique, mais réduite à son principe, c'est-à-dire on a gardé juste la pointe. Donc on a finalement on a enlevé la première partie qui est la partie narrative, et on a gardé juste l'amour de la phrase qui fait pchit, qui fait bien mal, et que tout le monde retient. Donc je pense que oui. Oui, c'est peut-être aussi parce qu'on n'apprend plus à faire des vers à l'école. Mais vous voyez, les épigrammes que j'ai lues, qui sont traduites de Martial, elles sont drôles et elles sont percutantes même en prose. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait écrire une épigramme en prose. C'est vrai que c'est plus joli en vers, mais... Alors, je sais pas, le limerick, c'est pas une sorte d'épigramme? Alors là, vous m'apprenez quelque chose, je ne sais pas. Les limericks, ce sont des poèmes en anglais. Enfin, c'est d'origine irlandaise, non? Limerick. Ah, ça me dit quelque chose, limerick. Oui, c'est irlandais, c'est plutôt populaire, il me semble. Oui, mais c'est des sortes d'épigrammes. Enfin, c'est très normé. C'est souvent obscène, avec des jeux de mots, des pointes. Je me demande même si l'épigramme, j'ai même écrit que le limerick était l'ancêtre de... Non, que l'épigramme était l'ancêtre du limerick. Mais écoutez, comme moi je me suis absolument pas penchée sur le domaine anglo-saxon, voilà qui me donne une piste pour aller voir ailleurs qu'en France. C'est toujours assez actuel. Enfin, je connais un Danois qui compose des limericks.
Oui, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont souvent souligné que par exemple le haïku était une forme d'épigramme, ce avec quoi moi je ne suis absolument pas d'accord. Mais je pense qu'il y a une espèce de confusion. Forme brève égale épigramme, genre fourre-tout. Puisqu'il y a un nom compliqué, ça doit être l'espèce d'hypéronyme pour tous les... Non, mais le limerick, le limerick a l'air d'être c'est vraiment, obscène, c'est canaille. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui ressemble à de l'épigramme. Oui, on devrait J'irai voir regarder de ça, ce côté-là. Encore. Après, je suis d'accord pour le haïku, je crois qu'il y a vraiment une confusion sur la brièveté de la forme. En fait. D'autant plus que certaines des épigrammes que tu nous as lues sont considérablement longues comparées à la dimension d'un haïku, par exemple. Mais le problème, c'est que la notion de brevitas, en fait, c'est pas du tout une limitation. C'est-à-dire qu'on peut faire une épigramme brève de 50 vers. C'est dans la concision des formules, dans la capacité de la langue à ramasser dans peu de mots du concept. Donc si vous avez une épigramme de 50 vers et qu'elle est brève, ça veut dire qu'en fait, vous avez un arsenal assez fort. Oui, c'est dense en fait. Voilà, c'est extrêmement dense. Davantage de syllabes. Oui, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah, j'en profite, moi je t'en pose une, parce que tu m'as tendu la perche, donc je ne peux pas faire autrement que de m'engouffrer dans la brèche. Tu as dit que Martial avait un petit côté vénal tout à fait assumé, qu'il aimait bien qu'on lui achète ses livres. Ce qui m'amène à te poser une question qui est vraiment la question de quelqu'un qui n'a jamais imaginé comment ça pouvait se passer à l'époque de Martial de vendre un livre. Mais je n'imagine pas qu'il vivait de ces... Puisque tu parlais du fait qu'il allait voir son patron récupérer son pécule quotidien, etc. Dans quelle mesure il vendait ses livres? Dans quelle mesure on sait quelque chose de ce que ça lui rapportait? C'est vraiment une question... On n'en sait absolument rien, mais d'après le nombre d'épigrammes absolument désespérés sur Martial, poète désargenté, très malheureux, je pense qu'il n'était pas très très bien payé par la vente de ses livres. Il y a une supplique en disant oui, toi empereur, tu veux faire un nouvel âge d'or, etc. Tu me dis que j'écris des épigrammes qui ne sont pas intéressantes et que je devrais écrire une épopée, mais sois mon mécène et je serai ton Virgile. C'est-à-dire en fait c'est presque, voilà, j'écrirai ce que tu veux tant que tu me payes. Mais puisque personne ne me paye et que finalement l'épigramme c'est un genre assez rigolo et qui se vend finalement parmi toutes les couches de la population, il écrit des épigrammes. Bon, je pense que c'est une posture. Je pense aussi que Martial a un certain goût pour ce genre littéraire. Il est extrêmement désargenté. Le nombre d'épigrammes sur le fait qu'il cherche absolument un pigeon pour aller dîner chez lui parce qu'il n'a rien à manger et que ça fait 3 jours et qu'il commence à avoir vraiment faim. Il y en a quand même un certain nombre de trucs sur supplication pour avoir de l'argent, remerciement d'un saumon qu'un bienfaiteur lui a envoyé. Oui, c'est une préoccupation qui est bien centrale alors. Oui, je crois que le poète crève la faim, c'est quand même une image bien présente. Et tu vois, pour moi ça c'est fascinant forcément parce que moi, dans mes obsessions personnelles ça fait signe vers le romancier qui signe sa copie quotidienne et qui compte ses lignes pour savoir combien il sera payé. Et c'est au centre de leurs préoccupations, exactement de la même manière que tu le décris là chez Martial en fait. Et ça me fascine parce que ça dit bien aussi à quel point on n'écrit jamais l'art pour l'art, c'est vraiment une fiction. D'ailleurs, quand tu parlais de ce malheureux qui circule en boucle dans la ville pour essayer de trouver quelqu'un qui l'invite enfin à dîner, ça m'a fait penser aussi pareil à toutes ces circulations dans Paris, dans les romans populaires du 19e. C'est la même chose, on a la circulation du miséreux dans la ville en train de chercher désespérément une issue. Alors sans tout le côté cocasse, puisque le 19e adore le mélo, mais... Oui, c'est pas j'ai trouvé que non, mais il y avait un nombre de correspondances qui, moi, m'ont frappé. Bon, c'est parce que je vois tout avec un filtre, mais ça m'a frappé quand même. Et j'en profite, à moins que vous n'ayez une question présente, j'en ai une autre que j'aimerais bien te poser, c'est sur ce terme d'auditores qui est utilisé par Martial et qui, dans les traductions que tu nous as présentées, était traduit par auditeur. Oui. Pourquoi
pourquoi ce terme-là plutôt que celui de lecteur en fait? Je pense tout simplement parce que l'épigramme, comme je le disais au début, mais le séminaire n'avait pas encore commencé, c'est qu'au niveau de la diffusion, l'épigramme, c'est un genre qui est facilement lisible. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sait lire, qui prend le livre, et il suffit de les lire à voix haute pour que... Tu disais ça quand j'étais sans doute en train de coller après la carte. Et l'œuvre littéraire chez Martial, c'est autant écouté que lu. J'ai mentionné tout à l'heure une épigramme d'un homme qui se fait assaillir, où il vient dîner chez son ami, et son ami l'a invité uniquement pour lui lire ses vers. Voilà, il faut, si l'on veut dîner, il faut écouter les mauvais vers du maître de maison. Et ça arrive assez souvent chez Martial d'entendre en fait les vers autant que de les lire. Donc en fait il y a cette double circulation. C'est vrai que en général au niveau d'une diffusion plurielle, il parle plus souvent d'auditeurs que de lecteurs. Et c'est quand même frappant qu'il emploie ce terme-là, parce que ça veut dire non seulement qu'il est, bon évidemment qu'il est conscient de ce mode de diffusion de ses écrits, mais qu'il en joue en fait. C'est aussi une invitation à proclamer ses textes autant qu'à les lire. Après, je pense aussi qu'il y a une dimension plus relative à la métrique latine, qui est faite de brèves et de longues, qui est beaucoup plus musicale et qui donc prête beaucoup plus à être lue. D'autant que souvent il écrit en distique élégiaque, ce qui est quand même ça a une dimension très musicale. Et dès lors, il n'est pas du tout étonnant qu'on cherche à les lire, puisque une de leurs principales caractéristiques, c'est d'être musical et lu. Je crois que dans l'Antiquité, la lecture silencieuse n'existait pas. Non. Je crois que oui, en tout cas pour la poésie. Même quand on était seul, on lisait à voix haute. Il fallait en saisir le rythme et la musicalité, et donc on pouvait lire à voix basse, mais en tout cas il fallait prononcer les choses pour se... Surtout que les mots n'étaient pas séparés. Ce qui était un challenge supplémentaire. Oui, ils avaient l'habitude. Oui. J'ai une question sur les pasquinades, ça m'a intéressé. C'était à l'époque de Martial, ça... Alors non, la pasquinade, en fait, elle est vraiment née à la Renaissance. Elle est née à partir du moment où il y a eu cette espèce de vogue des statues qu'on met dans la ville, et on date le début des pasquinades vers la première moitié du XVIe siècle. Je ne doute pas, Rome a sa propre tradition d'inscription urbaine, il suffit de voir ce qui se passe à Pompéi, les graffitis, à mon avis, Rome c'était le même principe. Mais je ne sais pas, et on n'a pas de traces et pas de preuves qu'on avait du Martial tagué sur les murs. Ce qui serait assez sensationnel. Oui, ce serait vraiment sensationnel d'avoir du Martial tagué. Mais ça, on l'avait à l'époque romaine, des tags sur les murs. Oui, les graffitis obscènes, etc. Oui. Après, sans doute que quelqu'un ayant trouvé un vers de Martial particulièrement bon l'a griffonné sur le mur d'une maison, mais je ne peux pas en parler n'ayant pas de preuves formelles qu'on a trouvé du Martial sur un mur un jour. C'est une des caractéristiques de cette descente dans la rue, c'est quand même son côté éphémère. Voilà. Il se peut aussi que le graffiti ait été honteusement effacé. Vous avez d'autres questions? Bon, dans ce cas-là, on va te libérer. Peut-être juste avant de conclure définitivement une page de pub. Si vous avez été intrigué par Étienne Taboureau des Accords, qui, comme tous les grands génies, a été oublié, disais-tu. Et qui est l'inventeur du mot contrepétri. Et qui est l'inventeur du mot contrepétri. Marine a écrit un article sur Taboureau des Accords dans le premier numéro de la revue Le Pardaillan, que je ne peux que vous inviter à vous procurer. Et si la question de la popularité de Martial vous a aussi intrigué, il y aura un autre article de Marine dans le prochain, cette fois-ci, numéro du Pardaillan, qui sortira en septembre, sur la question de qu'est-ce qui se passe quand on considère Martial comme un auteur dit populaire. Et je fais une dernière annonce qui n'a rien à voir, mais c'est parce que je vous tiens, donc j'en profite. Il y a ce week-end à l'école un colloque de jeunes chercheurs qui a été organisé par un collectif
deux séminaires d'élèves, dont Mauvais goût, mauvais genre, dont aussi In-Game, dont le responsable se cache de côté. On a essayé de se poser la question, voilà, de savoir ce qui se passait quand on sortait des grandes routes de la recherche pour essayer de prendre d'autres objets, des objets de mauvais goût, de mauvais genre, des objets un peu transversaux, des objets auxquels d'habitude on n'applique pas les méthodes et les réflexions de la recherche. Donc j'affiche, je prends la liberté de vous mettre le programme là, au cas où cela pourrait vous intéresser. Hop, pardon, je suis obligée de jongler. Voilà. Le programme du colloque qui a donc lieu vendredi et samedi, si jamais ça vous intéresse. Et je suis évidemment disponible pour toute question à ce sujet. Marine est disponible pour toute question également. Et on vous remercie de votre attention et de votre patience. Et de votre présence aussi. Oui, et de votre présence. Tout à fait, qui était un prérequis.